Provence 1862. Adrien ignorait qu'il allait la revoir. S'il l'avait su, jamais il ne serait descendu de cette voiture. Mais en ce matin de septembre, le marquis de Solaver ne pensait qu'à une seule chose: sauver son nom. Les terres voisines venaient de changer de propriétaire et leur nouvelle maîtresse représentait son dernier espoir. Une signature, un accord, une alliance avec une inconnue, voilà tout ce dont il avait besoin. Ce qu'il ignorait, c'est que cette inconnue était la femme qu'il avait humiliée devant tout le monde 10 ans plus tôt, la même qui avait disparu cette nuit-là sans laisser de traces, la même qu'il n'avait jamais pu oublier et dont il s'apprêtait maintenant à franchir la porte. Adrien d'Escudier de Launay avait besoin de cette alliance. Les chiffres s'entassaient comme des pierres sur un toit prêt à céder. Les domaines limitrophes du marquisat avaient changé de main à la suite de l'héritage d'un grand-oncle mort à Avignon qui n'avait laissé pour seule descendante qu'une petite nièce dont plus personne ne se souvenait. C'était tout ce qu'Adrien savait d'elle: un nom sur un acte, une signature à obtenir. Adrien avait 34 ans, mais il portait déjà le poids d'un homme qui avait vieilli de l'intérieur. Il avait reçu le titre très jeune après la mort soudaine de son père, un homme qui lui avait appris à placer le nom au-dessus de tout. Depuis lors, chaque année n'avait été qu'un exercice de dissimulation, maintenir debout la façade d'une maison qui s'effondrait déjà de l'intérieur. La voiture s'arrêta devant une demeure de pierre dorée entourée d'oliviers. Ce n'était pas un palais, mais un domaine vivant, une propriété où l'on travaillait. Adrien descendit et marcha jusqu'à la porte avec cette expression qu'il avait appris à porter pendant des années, celle d'un homme qui n'a besoin de rien. On le fit attendre dans un petit salon dont la fenêtre donnait sur les champs. De là, il pouvait voir les terres dont dépendait son avenir. Il se força à penser aux chiffres, au rendement, à la proposition qu'il allait présenter à la nouvelle propriétaire. Puis il entendit des pas derrière lui, des pas lents assurés, ceux de quelqu'un qui sait exactement où il va et qui il va trouver. Il se retourna, et le monde s'arrêta. La femme debout sur le seuil portait une robe sobre, et ses cheveux étaient relevés avec simplicité. Elle ne portait aucun bijou, elle n'en avait pas besoin. Alors il la reconnut. Ce ne fut pas une pensée, mais un coup porté en pleine poitrine. 10 années de silence, de porte close, d'un regret qui n'avait jamais trouvé où se déposer, s'abattirent sur lui en un seul instant, comme un fantôme revenu sans prévenir pour lui placer sous les yeux, sans aucune pitié, la pire décision de sa vie. C'était elle, mais ce n'était plus la même. La jeune fille timide qui baissait les yeux dans les salons de Madame de Montclar avait disparu. À sa place se tenait une femme droite, maîtresse de chacun de ses gestes, une femme qui le regardait sans trembler, comme si elle l'avait attendu. Adrien ne bougea pas. Il ne le pouvait pas. Son corps resta cloué sur place comme si ses pieds avaient pris racine dans le sol de ce salon. 10 ans sans la voir, 10 ans sans savoir où elle était partie, et elle se trouvait maintenant à 3 pas de lui, le fixant avec des yeux qu'il connaissait par cœur, mais qui ne lui appartenaient plus. « Monsieur le marquis, dit-elle avec une politesse parfaite, où ne perçait pas la moindre surprise, soyez le bienvenu. » L'air resta bloqué dans la gorge d'Adrien, car il comprit à cet instant qu'elle savait que c'était lui. Elle le savait avant même son arrivée, et avait pourtant choisi de le recevoir. Victoire s'était préparée à cette rencontre pendant 3 nuits. Elle avait répété sa voix, sa posture, l'inclinaison de sa tête. Elle avait décidé qu'elle ne tremblerait pas, qu'elle ne lui offrirait pas la satisfaction de constater qu'une chose en elle s'était brisée autrefois et n'avait jamais retrouvé sa place. Et elle y parvint. Mais lorsqu'il prononça son nom, Madame Victoire, elle sentit quelque chose d'ancien remuer au fond de sa poitrine, comme une pierre que l'on pousse dans un puits que l'on croyait asséché. Madame Victoire réussit à dire Adrien, et sa propre voix lui sembla étrangère. Le déséquilibre entre eux était total. Elle possédait l'information, la position et le calme. Lui n'avait que le besoin et la culpabilité. Il tenta de parler des terres, des limites cadastrales, mais chaque fois que ses yeux rencontraient ceux de Victoire, il perdait le fil. Elle répondait avec précision. Elle connaissait les chiffres de son domaine mieux qu'il ne connaissait ceux du marquisat. Et c'était cela qui lui pesait le plus. Elle était devenue tout ce qu'elle était, sans avoir eu besoin de lui, ni de son nom, ni de son aide, ni de sa présence de rien. Il prit congé une demi-heure plus tard. Victoire l'accompagna jusqu'à la porte, sans hâte ni chaleur. Elle le traita avec la même courtoisie qu'elle aurait accordée à un négociant en huile. Adrien remonta dans la voiture et, durant tout le trajet du retour, il ne regarda pas le paysage,
car ce qu'il venait de voir dans ce domaine n'était pas une voisine, c'était un fantôme. Un fantôme qui le regardait sans haine, ce qui était infiniment pire. Il observait ses propres mains et se souvenait de ce qu'il avait fait, de ce que personne ne lui avait pardonné, ni sa famille, ni le destin, ni lui-même. Il avait 24 ans, et elle 10 à 8. Victoire Anet était alors dame de compagnie de Madame de Monclar, une veuve issue de la petite noblesse. C'était une jeune fille mince, au regard attentif, qui restait toujours un pas derrière sa maîtresse. Adrien la remarqua pour une raison qu'il ne sut pas nommer. Dans ses salons, Victoire était la seule personne qui ne prétendait pas être autre chose que ce qu'elle était. Il s'approcha d'abord sous des prétextes insignifiants, puis sans prétexte du tout. Ils commencèrent à parler dans les recoins des jardins, au cours de ces instants volés que la société surveillait, tout en feignant de ne pas le faire. Ils ne se touchèrent jamais. Pourtant, tous deux savaient ce qui grandissait entre eux, avec la certitude de ceux qui entendent venir la pluie, avant même que tombe la première goutte. Lorsque la famille d'Adrien découvrit l'inclination du jeune marquis pour une orpheline sans fortune, Ninon, sa réaction fut brutale. On lui présenta des jeunes femmes de bonne naissance, on lui rappela les dettes, on lui répéta qu'un marquis ne se ruinait pas pour une fille qui gagnait sa vie en cousant. Adrien ne se battit pas. Il fit pire. Il la rejeta publiquement devant tous. Au cours d'une réception où elle était présente, il se rapprocha d'une autre femme et fit comprendre par des gestes soigneusement calculés que Victoire Anet ne représentait rien pour lui. Victoire n'attendit pas que l'humiliation retombe. Elle disparut cette nuit-là, même sans lettre, sans adieu, sans laisser de traces. Quant à la fiancée qui devait sauver la maison, elle mourut de la fièvre typhoïde avant le mariage. Adrien resta seul avec un titre qui sombrait une demeure vide et un remords qui ne trouva jamais sa destination jusqu'à ce matin de septembre, où le destin lui rendit avec une courtoisie dévastatrice exactement ce qu'il avait jeté, à terre 10 ans auparavant. Et maintenant, dans la voiture qui le ramenait chez lui, l'odeur de romarin du domaine encore accrochée à ses vêtements, et l'image de Victoire enfoncée dans sa mémoire comme un fer rouge, Adrien ressentait tout le poids de ce qu'il avait fait, et de ce qu'il ne pourrait plus défaire. Chaque partie de lui voulait ne jamais repasser cette porte. Il voulait oublier les terres, oublier les limites, oublier jusqu'à l'existence de cette maison, mais le marquisat ne lui en laissait pas le choix. Sans ces terres, sans cet accord, ce qui subsistait du nom de Solaver s'effondrerait avant la fin de l'année. Ainsi, l'homme même qu'il avait détruite 10 ans plus tôt fut contraint de faire la seule chose qu'il ne voulait pas faire retourner la chercher. Dans les jours qui suivirent, il envoya 2 lettres officielles pour solliciter une seconde entrevue. Elle répondit brièvement « Je vous recevrai jeudi à 11 heures afin d'examiner la question des limites du ruisseau du Nord. » Rien de plus. Comme si l'homme qui lui écrivait était un inconnu et non celui qui lui avait autrefois fait croire que les jardins de Madame de Monclar étaient le seul endroit au monde où il valait la peine de vivre. Il la trouva debout, près d'une table sur laquelle 3 cartes étaient déployées. À ses côtés se tenait M. Séverin, régisseur du domaine depuis l'époque de son grand-oncle. Le ruisseau du Nord marque la limite entre vos terres et les miennes depuis 1827, dit-elle en désignant une ligne sur la carte. Il n'existe aucune ambiguïté. Elle avait raison. La bande de terre fertile qu'il espérait négocier appartenait entièrement à Victoire. Sans elle, les champs du marquisat n'avaient aucun accès à l'eau. « Je comprends », dit-il en s'efforçant de ne pas faire sonner ses mots comme un aveu de défaite. « Je n'ai pas l'intention de compromettre quoi que ce soit qui vous appartienne, » répondit-il, lorsqu'elle évoqua l'irrigation des fermes louées à ses métayers. Les mots lui échappèrent avant qu'il ait le temps de les peser, et à la manière dont Victoire immobilisa sa main au-dessus de la carte, tous deux comprirent que cette phrase disait bien plus qu'elle n'aurait dû. La réunion se poursuivit de façon technique et ordonnée, mais l'air entre eux avait pris un poids que ni l'un ni l'autre ne savait porter sans pourtant pouvoir s'en défaire. Lorsqu'ils marchèrent vers le portail, Adrien sentait la présence de Victoire à ses côtés, comme on sent la chaleur d'un feu lorsque l'on s'en approche plus qu'il n'est prudent. « Je vous remercie de votre disposition à conclure cet accord. C'est une affaire pratique, monsieur le marquis. Elle n'exige aucun remerciement. » Elle le regarda droit dans les yeux sans hostilité, avec une sérénité plus dévastatrice que n'importe quel reproche. « Je vous souhaite un bon voyage de retour, » dit-elle avant de se tourner vers la maison sans attendre sa réponse. Adrien la regarda s'éloigner le dos droit, le pas ferme.
Elle marchait comme quelqu'un qui ne devait rien à personne. Et c'était exactement ce qu'elle était devenue, une femme qui s'était construite tout entière, sans lui, non grâce à lui, mais malgré lui. Pourtant, la distance entre deux êtres qui se sont blessés ne dure jamais aussi longtemps qu'on l'imagine. Il y a toujours quelque chose qui la brise. Et lorsqu'elle se brise, ce qui entre est parfois pire que la proximité, c'est la nécessité. Les semaines suivantes apportèrent un problème imprévu. Les fermiers des terres de l'Est refusaient d'accepter les conditions de la nouvelle propriétaire. Retard de paiement, excuses, politesse creuse, tout cela dissimulait le mépris d'homme qui ne concevait pas de recevoir des ordres d'une femme seule. Victoire géra la situation avec fermeté, mais le conflit s'aggrava lorsque deux métayers déposèrent une requête devant le juge de paix, prétendant que leur baux avait été modifié. C'était faux, mais la plainte exigeait une connaissance de la juridiction locale, et Victoire venait d'arriver. Elle ne possédait aucun réseau. Ce fut M. Sévérin qui le suggéra. Le marquis connaît tous les magistrats de l'arrondissement, madame. Un mot de lui réglerait cette affaire en 2 jours. Accepter l'aide d'Adrien, c'était rouvrir une porte qu'elle avait fermée, avec toute la force de sa dignité. Mais perdre ses terres, à cause d'une manœuvre qui ne méritait pas de prospérer, était un prix que son bon sens refusait de payer. Adrien lut 3 fois la lettre de Victoire, non parce qu'il ne la comprenait pas, mais parce qu'il avait besoin de se convaincre qu'elle était réelle, qu'elle lui demandait quelque chose aussi modeste que cela fut. En moins d'1 semaine, la requête fut rejetée, mais l'affaire ne se referma pas entre eux. La médiation obligea Adrien à se rendre 4 fois au domaine en 10 jours, et au cours de ces visites, quelque chose commença à se produire, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. Adrien découvrit la femme qu'elle était devenue. Il la voyait vérifier les comptes avec une concentration qui effaçait le reste du monde. Il la voyait parler aux journaliers avec respect mais sans faiblesse. Il la voyait marcher seule entre les oliviers au coucher du soleil, le regard tourné vers un horizon qu'elle seule semblait apercevoir. Victoire, de son côté, remarquait des choses qu'elle ne voulait pas remarquer. Il la traitait avec un respect qui ne ressemblait pas à une stratégie mais à une pénitence. Il ne profitait jamais d'une occasion pour s'approcher plus qu'il n'en avait le droit. Et lorsqu'il se trouvait dans la même pièce, sa propre respiration changeait, comme si son corps se souvenait de ce que sa volonté avait décidé d'oublier. Cela arriva lors de la 4e visite. M. Sévérin s'était retiré, et pour la première fois en 10 ans, ils se retrouvèrent seuls. Aucun des deux ne le mentionna, mais tous deux le comprirent au même instant lorsque la porte se referma et que le silence changea de texture. Victoire marcha jusqu'à la fenêtre en lui tournant le dos. Ce n'était pas un rejet mais une protection. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », murmura Adrien d'une voix plus basse, plus nue. « L'affaire des métayers est réglée », l'interrompit-elle. « Il n'y a rien d'autre à examiner. Cela ne concerne pas les métayers. » Alors il prononça les mots qu'elle n'était pas préparée à entendre, ceux qui allaient rompre 10 années de silence. « Je vous ai cherché. » Le silence qui suivit fut si profond qu'ils entendirent tous deux le vent passer entre les oliviers. Pendant 4 jours, je n'ai dormi aucune de ces nuits. Le 5e jour avant l'aube, je suis allée au village. J'ai frappé à la porte de votre tante. Elle ne m'a pas ouvert. Je suis allée à l'église, où vous vous rendiez le dimanche. J'ai parcouru le chemin de la rivière, le sentier du moulin, la maison de la lavandière. J'ai posé des questions à l'auberge au marché, devant les portes de 3 couvents. Personne n'a su me dire où vous étiez parti. Sa voix était devenue rauque, comme si chaque mot lui écorchait la gorge. Je vous ai cherché pendant des semaines, pas pendant quelques jours, pendant des semaines. Et chaque porte qui se fermait me confirmait la même chose: vous aviez eu raison de disparaître, et j'avais commis l'impardonnable en vous donnant une raison de le faire. Je ne vous dis pas cela pour justifier ce que j'ai fait. Je vous le dis parce que vous méritez de le savoir. Pendant 10 ans, vous avez cru une histoire, et cette histoire était incomplète. Victoire lui tournait toujours le dos, mais ses mains serraient l'appui de la fenêtre si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Chaque détail qu'il citait, la porte de sa tante, l'église, le chemin de la rivière, s'enfonçait dans la version qu'elle avait portée pendant 10 ans et la fissurait de l'intérieur. Elle connaissait ces lieux et l'idée qu'il les avait parcourus en la cherchant, tandis qu'elle se rendait à Avignon auprès du seul parent qui lui restait, un grand-oncle paternel qu'elle connaissait à peine,
lui causa une douleur inattendue. Ce n'était pas la douleur d'une blessure nouvelle, mais celle que l'on ressent lorsqu'on découvre qu'une vieille blessure ne se trouvait pas là où l'on avait toujours cru. Elle se retourna lentement, et dans ses yeux Adrien ne vit plus la politesse maîtrisée mais la fissure. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?» Sa voix si ferme, durant des semaines trembla sur le dernier mot. « Parce que je n'en avais pas le droit et que je ne l'ai probablement toujours pas. » Elle ne lui demanda pas de rester, ne lui dit pas qu'elle lui pardonnait. Elle s'assit simplement, baissa les yeux et murmura d'une voix qui n'était plus qu'un fil. « Je crois que vous devriez partir, monsieur le marquis. » Adrien prit son chapeau. Avant de sortir sans se retourner, il dit « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Madame Victoire, de quoi que ce soit, je suis de l'autre côté de ce ruisseau. » La porte se referma, et Victoire resta seule sentant l'histoire qu'elle s'était racontée pendant 10 ans commencer à s'effondrer. Car une femme peut survivre à l'abandon. Ce à quoi elle ne survit pas sans être bouleversée, c'est à la découverte que l'homme qui l'a abandonnée n'a jamais cessé de la chercher. Cette nuit-là, Victoire ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre de sa chambre, un châle sur les épaules, les yeux ouverts sur l'obscurité des champs. Elle se détestait de continuer à y penser. Elle se haïssait avec la lucidité froide d'une femme qui avait passé 10 ans à se forger une armure et qui sentait maintenant cette armure se fendre exactement à l'endroit où il l'avait frappée, non à cause des paroles, prononcées lors de cette réception, mais à cause du souvenir de la manière dont il la regardait avant tout cela, comme si elle était la seule chose vraie, dans une salle pleine de mensonges. Si ce regard avait été sincère, s'il l'avait réellement aimée avant de la détruire, alors l'histoire qu'elle s'était racontée n'était pas une histoire de trahison, mais de lâcheté. Et la lâcheté, contrairement à la cruauté, peut changer. La porte de sa tante, l'église, le chemin de la rivière, les 3 couvents. Pendant 10 ans, le ressentiment avait été sa colonne vertébrale, non un ressentiment bruyant ou vindicatif, mais la conviction tranquille qu'elle valait davantage que ce qu'il avait été capable de voir. Cette conviction l'avait soutenue dans les pires moments lorsqu'elle était arrivée à Avignon, sans connaître personne, lorsque son grand-oncle l'avait accueillie avec méfiance, lorsqu'elle avait passé des années à apprendre à administrer des terres qu'elle ne comprenait pas encore. Cette conviction l'avait rendue forte maîtresse d'elle-même, et maintenant, avec l'image d'un homme de 24 ans, parcourant le chemin du moulin, avant l'aube, cette certitude se fissurait comme l'argile lorsque l'eau y pénètre. Non parce qu'elle lui pardonnait. Elle ne lui pardonnait pas. Mais l'histoire n'était plus la même, et lorsqu'une histoire change, elle oblige celui qui l'a vécue à tout regarder de nouveau. Tante Rosalie arriva au domaine 4 jours plus tard, dans une charrette tirée par 2 mules et conduite par un voisin du village. Elle avait 63 ans, était menue et droite comme un cierge, les mains durcies par des décennies d'aiguilles et de travail. Elle avait élevé Victoire depuis l'âge de 6 ans. Lorsque sa mère était morte de fièvre et que son père reposait déjà en terre depuis 3 ans, Rosalie l'avait nourrie, vêtue, lui avait appris à coudre et à lire. Elle l'avait protégée du monde avec la férocité silencieuse de ceux qui savent que le monde ne protège pas les orphelines, jusqu'au jour où la jeune fille était entrée au service de Madame de Montclar. Quand elle apprit qu'Adrien avait visité le domaine 4 fois en 2 semaines, elle prit la première charrette disponible. « Dis-moi que tu n'es pas revenu pour lui. » Ce furent ses premiers mots en entrant sans s'asseoir, sans retirer son manteau de voyage. « Je ne suis pas revenu pour lui, ma tante. Dis-moi que tu ne vas pas le laisser s'approcher. Il a servi de médiateur dans une affaire juridique. Rien de plus. » Rosalie la regarda avec les yeux de quelqu'un qui a trop vu pour croire aux mots. « C'est moi qui t'ai recueilli cette nuit-là. Je t'ai vu arriver à ma porte sans bagage, sans lettre, sans voix. Je t'ai vu t'asseoir sur la chaise de la cuisine et y rester jusqu'à l'aube sans prononcer un mot. Il t'a fallu 3 jours pour me raconter ce qui s'était passé. Et lorsque tu l'as fait, la seule chose que tu m'as demandé fut de ne plus jamais prononcer son nom. » Victoire sentit sa gorge se serrer. « Je m'en souviens, ma tante. Alors souviens-toi aussi de ce que je t'ai dit. Un homme qui t'humilie devant tout le monde pour sauver son nom n'est pas un homme qui t'aime, c'est un homme qui s'aime lui-même. Et cela ne change pas avec les années, cela se déguise seulement mieux. » Victoire ne répondit pas. La certitude de sa tante était absolue, taillée dans la pierre par 10 années d'indignation. Mais elle avait vu les yeux d'Adrien lorsqu'il avait dit « Je vous ai cherché ». Il n'y avait aucun déguisement dans ses yeux.
Il y avait quelque chose de brisé depuis très longtemps. Rosalie resta au domaine, occupa une petite chambre près de la cuisine comme autrefois, et reprit son rôle de gardienne silencieuse. Elle ne parla plus d'Adrien, mais sa présence demeura un rappel constant. La femme qui avait autrefois ramassé les morceaux se trouvait là veillant à ce que personne ne les brise de nouveau. Les semaines suivantes apportèrent un calme trompeur. Adrien ne revint pas et n'envoya aucune lettre. Il se retira comme un homme qui a dit ce qu'il devait dire et qui attend désormais non avec espoir, mais avec la patience résignée de celui qui sait qu'il ne mérite pas ce qu'il espère. Pourtant la distance n'effaça rien de ce qui s'était passé. Victoire le sentait aux moments les plus inattendus, lorsqu'elle relisait les contrats qu'il avait contribué à faire valider, lorsqu'elle passait près de la chaise où il s'était assis, lorsqu'elle regardait vers le nord et apercevait la silhouette du marquisat de l'autre côté du ruisseau. Elle se surprenait à penser à la manière dont il avait prononcé son nom, à la façon dont il était resté debout de l'autre côté de la table, comme s'il n'osait faire un seul pas qu'elle ne lui aurait pas permis, tremblement de sa main, lorsqu'il avait tenu son chapeau avant de partir. Ces détails la mettaient en colère. Non parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils menaçaient d'abattre quelque chose dont elle avait besoin pour continuer à tenir debout. Ce fut alors que le mauvais homme apparut exactement au bon moment, Hector d'Escudier de Parelle. Il arriva un dimanche matin dans une voiture plus récente et mieux entretenue que celle d'Adrien, accompagnée de 2 domestiques et d'une malle en cuir repoussée. Cousin éloigné d'Adrien par une branche cadette, installé à Lyon 2 générations plus tôt, Hector avait 30, et un an une allure agréable, un sourire facile, et l'assurance particulière des hommes qui n'ont jamais eu à demander pardon pour quoi que ce soit. Si Adrien mourait sans héritier, le titre pouvait lui revenir. Hector le savait avec la précision de quelqu'un qui avait consulté les actes et fait ses calculs. Mais il n'arriva pas en parlant de titre. Il se présenta avec une lettre d'introduction signée par un notaire d'Avignon, prétextant vouloir faire connaissance avec la nouvelle propriétaire et lui offrir ses services. Tout était enveloppé de courtoisie, tout était impeccable, tout était soigneusement réglé pour inspirer confiance. Victoire le reçut avec la même distance polie qu'elle avait opposée à Adrien, mais elle remarqua des différences qu'elle ne pouvait ignorer. Hector parlait sans poids, sans pose inconfortable, sans l'air d'un homme qui porte quelque chose. Ses mots étaient nets, ses gestes libres. « La Provence a besoin de femmes comme vous, Madame Victoire, » lui dit-il, lors de sa seconde visite, tandis qu'il marchait dans l'oliveraie de femmes, capable d'administrer avec une main ferme et un esprit clair. Il est regrettable que le monde ne leur accorde pas la reconnaissance qu'elles méritent. C'étaient les mots justes prononcés sur le ton, juste au moment juste. Pourtant, lorsque Hector partit cet après-midi-là, Victoire ne resta pas à penser à ce qu'il avait dit. Elle pensa à ce qu'elle n'avait pas ressenti en l'écoutant. Avec Hector, l'air ne changeait pas sa respiration, ne se modifiait pas sa présence, ne donnait aucun poids à la pièce. Aucun silence ne se chargeait, aucun regard ne coûtait. Tout était fluide, confortable, sans arrêt. Et lorsqu'il effleura sa main au moment de prendre congé, Victoire ne ressentit rien, ni chaleur, ni gêne, ni même le besoin de retirer ses doigts, seulement le contact bref d'une peau qui ne disait rien. En refermant la porte du domaine, elle comprit que c'était précisément cela le problème. Avec Hector, rien ne faisait mal, et une femme qui a survécu à ce qu'elle avait traversé sait faire la différence. L'homme qui ne provoque aucun frémissement n'est pas forcément l'homme rassurant, c'est parfois simplement celui qui ne compte pas. Rosalie, cependant, vit en Hector une solution. « Cet homme est respectable, » lui dit-elle un soir tandis qu'elles causaient ensemble à la lumière des bougies. Les doigts de Rosalie se déplaçaient avec leur précision habituelle, mais ses yeux n'étaient pas sur l'étoffe, ils étaient sur Victoire. « Il n'a pas de dette, il n'a aucun passé avec toi, et il te regarde avec estime. Que peux-tu demander de plus ? » « Je ne demande rien. Justement, tu ne demandes rien parce que tu continues d'espérer quelque chose de celui dont tu ne devrais plus rien attendre. » Victoire enfonça l'aiguille dans le tissu avec plus de force que nécessaire. La pointe lui effleura le doigt et une minuscule goutte de sang tacha le fil blanc. Elle ne dit rien. Rosalie non plus. Mais toutes deux regardèrent cette goutte comme si elles savaient exactement ce qu'elle signifiait. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Victoire s'autorisa enfin à formuler la question qu'elle évitait depuis des semaines. Si Adrien n'avait pas dit « Je vous ai cherché », si elle ne savait pas ce qu'elle savait désormais,
Aurait-elle regardé Hector autrement? La réponse l'effraya davantage que la question. Pendant ce temps, au marquisat Adrien apprit l'arrivée de Hector par les domestiques. Il n'eut pas besoin de demander ce que son cousin faisait dans la région. Hector n'était venu ni pour les terres ni pour le titre. Il était venu pour elle, et Adrien ne pouvait rien y faire. Il n'avait aucun droit de réclamer quoi que ce soit. Hector offrait tout ce que lui-même ne pouvait plus offrir, une réputation intacte de la solvabilité, un nom sans tache. La seule chose qu'Adrien possédait était la vérité de ce qu'il ressentait prononcé une fois dans une pièce qui sentait la terre humide. Et cette vérité était tout ce qu'il avait réussi à laisser dans le monde de Victoire avant que les portes ne se referment. Il s'assit dans son bureau entouré de lettres de créanciers et ressentit le poids de tout ce qu'il avait perdu. Non les terres, non l'argent, mais la possibilité d'être l'homme qu'elle méritait. Cette possibilité, il l'avait eue autrefois à 24 ans, dans un salon rempli de monde, et il l'avait jetée à terre devant tous. Il ferma les yeux, serra les poings sur la table, et pour la première fois depuis de nombreuses années, le marquis de Saulavert ne pensa pas à sauver sa maison. Il se demanda s'il restait en lui quelque chose qui méritait d'être sauvé. Il allait bientôt le découvrir, car ce qui approchait ne serait pas une épreuve pour le marquis, mais pour l'homme. L'automne progressa sur la Provence avec des pluies qui transformèrent les chemins en bourbiers. Un mur de soutènement céda sur la parcelle sud du marquisat et l'eau envahit les granges. Ce que l'inondation n'avait pas détruit, l'humidité, le fit pourrir en une semaine. Adrien supervisa les dégâts, les bottes enfoncées dans la boue, avec le visage d'un homme qui sait que chaque nouveau coup tombe sur des os déjà brisés. C'est alors qu'arriva la lettre qui allait tout changer. Maître Émile Beaumont, prêteur à Marseille, écrivait sans détour que si le marquis ne remboursait pas son emprunt avant la fin de l'année, il ferait exécuter l'hypothèque sur les terres de l'Est, les dernières qui produisaient encore un revenu. Perdre ces terres, c'était perdre le marquisat. Adrien rangea la lettre dans un tiroir. Il ne la déchira pas. Il la conserva avec le soin de celui qui garde la preuve de sa propre condamnation. Mais ce que le destin lui réservait n'était pas seulement la ruine, c'était un choix. Et ce choix se présentait avec le sourire calculé de son propre cousin. Cette semaine-là, Hector revint rendre visite à Victoire, mais il ne venait plus la courtiser. Il venait déplacer une pièce. « J'ai découvert quelques irrégularités dans la transmission de votre héritage, Madame Victoire, » dit-il, en croisant les mains sur la table. Un document manquant une signature, qui ne correspond pas exactement, vous savez comment sont ces choses. Il le dit avec légèreté, mais Victoire connaissait ces actes examinés par 3 notaires. L'héritage était parfaitement légitime. Elle savait toutefois qu'une femme seule obligée de défendre sa propriété contre une contestation pouvait perdre des années devant les tribunaux même lorsqu'elle avait raison. Et que me conseillez-vous, la meilleure protection pour une propriété est une alliance solide, un nom puissant qui soutienne le vôtre. Il ne prononça pas le mot mariage. Ce n'était pas nécessaire. Victoire demanda du temps. Hector partit, et elle resta sur le seuil songeant au mot irrégularité, qui n'avait pas été prononcé comme une information, mais comme un avertissement. Derrière ce sourire facile, quelque chose se déplaçait avec une précision trop calculée. Ce que Victoire ignorait, et ce qu'Adrien découvrit 3 jours plus tard, c'est que les irrégularités n'existaient pas. Hector les avait fabriquées. Un clerc d'Avignon avertit Adrien que quelqu'un avait consulté les registres de la succession Annay. Le nom du demandeur était Hector d'Escudier de Parel. Adrien comprit immédiatement. Ce n'était pas une cour mais une manœuvre. Hector créait une menace fictive afin de devenir le protecteur indispensable de Victoire. Il ne tarda pas à se présenter au marquisat. « Cousin, dit-il, en s'asseyant sans attendre d'y être invité, tu as besoin d'argent. Moi j'ai besoin de ton nom. Si nous unissons nos forces, nous pouvons nous emparer des terres Annay. Elle n'a ni réseau ni allié. Dans 6 mois, ces terres seront à nous. » Il se renversa dans son fauteuil satisfait. « Tes dettes seront effacées, ma position assurée, et l'orpheline redeviendra ce qu'elle a toujours été, une couturière sans nom. » Tout ce qu'Adrien avait perdu en 10 ans tenait dans cette proposition, et tout ce qui lui restait de vrai tenait dans un seul mot, non. Pour la première fois en 10 ans, il choisit autrement. Non. Réfléchis. Tu n'as aucune autre issue. Adrien se leva lentement. Il y a 10 ans, j'ai détruit cette femme pour sauver ce nom.
J'ai choisi exactement tout ce que tu m'offres aujourd'hui, et ce choix a fait de moi l'homme le plus vide de Provence. Je ne recommencerai pas. Tu es ruiné. Sans cela, tu perds tout. J'ai déjà tout perdu. Je l'ai perdu il y a 10 ans, lorsque je l'ai regardée dans les yeux, en prétendant qu'elle ne signifiait rien. Ce qui me reste aujourd'hui, c'est la possibilité de ne pas être le même lâche qu'alors. Tu commets une erreur irréversible. L'erreur irréversible, je l'ai déjà commise. Ceci n'est pas une erreur. C'est la première chose juste que je fais depuis 10 ans. Hector partit sous la pluie. Adrien resta seul dans son bureau. L'horloge égrenait les heures d'un son creux. La pluie frappait les vitres. Les braises éclairaient à peine les murs. Adrien sortit la lettre du créancier, la regarda une dernière fois, puis prit une feuille blanche, une plume et un encrier. Il s'arrêta. Ce qu'il allait écrire ne pourrait être repris nuancé ni caché derrière la courtoisie. Ce serait la vérité nue, sans titre, sans blason, sans échappatoire. Il trempa la plume. Sa main tremblait. Il écrivit lentement, expliqua la manœuvre de Hector, détailla les actes, indiqua les preuves. Mais lorsqu'il arriva à la fin, la clarté l'abandonna, car ce qui restait à dire n'entrait pas dans le langage des marquis, ni dans la politesse, ni dans le protocole, ni dans aucune des formes qu'on lui avait enseignées, pour parler sans rien révéler. Il resta à contempler le papier, la plume suspendue, une goutte d'encre immobile à sa pointe, puis écrivit enfin la seule chose entièrement vraie qu'il eût jamais couchée sur le papier. Il y a 10 ans, j'ai choisi le nom, et je vous ai perdu. Aujourd'hui, je choisis de perdre le nom, car sans vous, madame, je ne sais pas qui je suis sous ce titre. Que vous soyez ou non auprès de moi, j'ai besoin de le découvrir. Il plia la lettre, la cacheta, la confia à un domestique avec l'ordre de la remettre avant l'aube, puis s'assit dans le fauteuil du bureau au cœur de la maison qu'il était sur le point de perdre. Pour la première fois en 10 ans, il eut l'impression de pouvoir respirer. Adrien ne pouvait savoir ce que cette lettre provoquerait de l'autre côté du ruisseau. Il savait seulement qu'il avait dit la vérité, et qu'une vérité une fois prononcée n'appartient plus à celui qui l'a dite. Victoire reçut la lettre à l'aube comme Adrien l'avait demandé. Elle la lut debout près de la fenêtre de sa chambre, tandis que la lumière pâle du jour entrait par les volets ouverts. Elle la lut une première fois lentement. Puis elle la posa sur la table, la contempla comme si les mots pouvaient changer de forme et la relut. 10 ans. Il lui avait fallu 10 ans pour ressentir de nouveau ce qu'elle éprouvait à cet instant. Et ce qu'elle éprouvait n'était pas du pardon. C'était quelque chose de plus dangereux, encore une certitude. Elle sortit marcher entre les oliviers sans parler à personne. Le froid du matin mordait ses mains, mais elle ne le sentait pas. Elle sentait autre chose, quelque chose qui ressemblait au vertige de celui qui atteint le bord d'un précipice et découvre que de l'autre côté, il n'y a pas le vide, mais une terre ferme. Adrien l'avait protégée, non par de beaux discours, mais par un acte qui lui coûtait tout. Il avait dénoncé son propre cousin. Il avait détruit la seule alliance capable de sauver sa maison. Il avait choisi de ne plus rien posséder afin qu'elle conserve ce qui lui appartenait. C'était le geste exactement inverse de celui qu'il avait accompli 10 ans plus tôt. Cette nuit-là, il avait choisi le titre. Cette fois, il l'avait choisi elle. Victoire s'arrêta sous un vieil olivier dont les branches touchaient presque le sol. Elle posa une main sur le tronc, ferma les yeux et s'autorisa enfin à ressentir ce qu'elle s'était refusé pendant des années. Cet homme, avec toutes ses fautes, était le seul qui avait réussi à atteindre l'endroit où elle, il ne laissait entrer personne, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai. Elle retourna au domaine et trouva tante Rosalie dans la cuisine. « Ma tante, j'ai quelque chose à te raconter. » Elle lui dit tout la manœuvre de Hector, les documents falsifiaient la lettre. Elle lut la lettre en entier d'une voix ferme, les yeux secs. Rosalie écouta en silence. Son expression se transforma peu à peu de la méfiance à la surprise à la douleur, puis de la douleur à une forme de respect qu'elle ne voulait pas accorder, mais qu'elle ne pouvait plus nier. « Cet homme vient de perdre sa maison pour toi, » dit-elle enfin, d'une voix plus basse, plus ancienne. « Je le sais. Il y a 10 ans, il t'a détruite devant tout le monde pour sauver cette même maison. Je le sais, aussi. » Rosalie la regarda comme elle l'avait regardé cette nuit-là, mais à l'envers, car il n'y avait plus de défaite dans les yeux de sa nièce.
Il y avait quelque chose que la vieille femme n'y avait pas vu depuis 10 ans de l'espoir. « Et que vas-tu faire ?» Victoire mit du temps à répondre non parce qu'elle hésitait, mais parce qu'elle voulait que ses mots soient exacts. « Je ne vais rien faire, ma tante. S'il est réellement l'homme qu'il prétend être dans cette lettre, il viendra. Et s'il ne vient pas alors, cette lettre n'était pas vraie, et j'ai besoin qu'elle le soit. » Rosalie la regarda longuement. « Et s'il vient, je le saurai en le voyant. Je saurai s'il arrive en marquis ou en homme. Et s'il te fait de nouveau du mal, il n'y aura pas de troisième fois. Mais je ne passerai pas le reste de ma vie à me protéger de la douleur au prix de ne plus rien ressentir. » Rosalie baissa les yeux. Ses mains tremblèrent sur ses genoux, et dans ce tremblement, Victoire reconnut quelque chose qu'elle n'attendait pas. Ce n'était pas de l'opposition, mais une femme qui lâchait enfin ce qu'elle avait tenu trop longtemps. Adrien ne supporta pas l'attente. Il avait envoyé la lettre à l'aube avec l'intention de patienter, de lui laisser du temps, de lui permettre de décider sans pression. C'était ce qui était juste et respectueux. Il tint une journée entière, une journée durant laquelle il arpenta les couloirs vides du marquisat, relut les lettres du créancier, sans les voir s'assis sur 3 chaises différentes, sans rester sur aucune. Une journée où chaque heure pesa comme un mois, et où chaque silence de l'autre côté du ruisseau confirmait ce qu'il craignait le plus. Elle avait lu la lettre, l'avait rangée dans un tiroir et avait continué sa vie. Le 2e jour avant l'aube, il comprit qu'il ne pouvait plus attendre, non parce qu'il en avait le droit, mais parce que rester immobile était exactement ce qu'il avait fait 10 ans auparavant, et que cette immobilité lui avait alors coûté victoire. Il s'habilla. Dans le miroir de l'entrée, il vit un homme aux yeux cernés aux cheveux, en désordre avec le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Il lissa sa veste de ses mains toujours tremblantes et sortit. Il ne prit pas la voiture. Il monta à cheval, sans attendre de domestique, parcourut le chemin jusqu'au ruisseau, puis s'arrêta. Il descendit de selle et abandonna les rênes. Il fit le reste du trajet à pied, car il ne voulait pas arriver en marquis. Il traversa le ruisseau par le gué de pierre, l'eau glacée d'octobre léchant ses bottes. Il marcha entre les oliviers de Victoire, avec le pas d'un homme qui sait que ce qu'il s'apprête à faire peut conduire à tout à la rédemption ou à la dernière porte qui se referme pour toujours. Lorsqu'il arriva au domaine, la porte était ouverte non parce qu'on l'attendait, mais parce qu'à la campagne les portes s'ouvrent avec le soleil. Une servante le vit approcher et s'immobilisa un panier de linge dans les bras. Le marquis de Saulavert, à pied seul trempé jusqu'aux chevilles, à 7 heures du matin. « Madame Victoire est-elle là ?» demanda-t-il, et sa voix était celle d'un homme qui avait traversé bien plus qu'un ruisseau pour parvenir jusque-là. « Dans l'oliveraie, monsieur. » Avant même de la voir, il sut que cette matinée déciderait du reste de sa vie. Il la trouva là où il savait qu'elle serait entre les arbres, les mains jointes, derrière le dos, le regard perdu au loin. Victoire l'entendit avant de le voir. Elle se retourna et découvrit sa veste froissée, la boue sur ses bottes et l'expression d'un homme qui n'avait rien préparé. Il n'y avait aucune politesse sur son visage, aucun calcul, seulement la vérité. Ils se regardèrent longuement. Le vent remuait les branches des oliviers au-dessus d'eux et aucun des deux ne parlait. Ce fut Adrien qui brisa le silence. Ce qu'il dit ne fut ni un discours ni une déclaration, mais la seule chose qui lui restait. « Je suis venu vous dire ce que j'aurais dû dire il y a 10 ans dans ce salon, devant tout le monde. » Il fit un pas vers elle. Elle ne recula pas. « J'aurais dû me lever cette nuit-là et dire « Cette femme vaut davantage que tous les titres que vous pourriez me donner. Elle vaut plus que cette maison, que ces terres, que ce nom. Et si je dois choisir, je la choisis elle. » Sa voix tremblait non la voix d'un marquis, mais celle d'un homme qui avait attendu une décennie pour prononcer ce qu'il aurait dû dire en un instant. « Je ne l'ai pas fait parce que j'étais un lâche, et il n'existe aucune excuse à cela. » Il s'arrêta dégluti, puis sa voix changea. Elle devint plus basse, plus nue, comme s'il arrachait les mots au dernier endroit où il les avait cachés. « Mais j'ai besoin que vous sachiez une chose. Sous ce titre, il n'y avait personne. J'étais un homme creux. Le seul moment de toute ma vie où j'ai été réellement quelqu'un, c'était lorsque je vous regardais dans ces jardins et que vous me regardiez comme si j'avais de la valeur. Pas le marquis. Moi. Et lorsque je vous ai perdu, j'ai perdu cet homme.
Il m'a fallu 10 ans pour le retrouver. Victoire l'écouta sans bouger avec le calme d'une femme qui avait déjà pris sa décision, mais qui avait besoin d'entendre exactement cela avant d'accomplir le dernier pas. Lorsqu'il eut terminé, elle laissa passer un silence pas très long, seulement assez pour que ses paroles se déposent entre eux. « Je ne suis pas la jeune fille qui est sortie par la porte de service cette nuit-là, » dit-elle, et sa voix ne tremblait pas. Elle était ferme claire sans rancœur. Cette femme n'existe plus. Celle qui se tient devant vous s'est construite seule sans votre nom, sans votre recherche, sans même savoir que vous m'aviez cherché. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Adrien acquiesça. Il ne se défendit pas, n'expliqua rien. Mais cette femme poursuivit Victoire, et sa voix se fit plus basse tandis que pour la première fois, quelque chose qui n'était ni force ni dignité apparaissait dans ses yeux. À passer 10 ans à se demander ce que serait devenu ça. Vie. Si vous aviez eu cette nuit-là, le courage qui vous a manqué. Adrien cessa de respirer. Et durant ces derniers mois, poursuivit-elle, depuis que vous êtes réapparu à ma porte, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. J'ai vu un homme qui a donné pour moi sans rien me demander, qui n'a pas tenté de s'approcher, lorsqu'il n'en avait pas le droit, qui a refusé la seule chose susceptible de le sauver, afin de protéger ce qui m'appartenait, qui a choisi de tout perdre, plutôt que de me faire du mal une seconde fois. Elle s'interrompit et le regarda droit dans les yeux. Je n'ai plus besoin que vous me le prouviez, Adrien. Vous me l'avez déjà prouvé. En prononçant son prénom sans « Monsieur le Marquis », sans la distance ni la courtoisie qui les avait séparés, pendant des mois, elle fit tomber le dernier mur entre eux. Adrien sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, mais ce n'était pas de la douleur. C'était le contraire de la douleur, le son d'une pièce qui retrouvait enfin sa place après une décennie d'égarement. « Alors dites-moi ce que vous voulez », murmura-t-il d'une voix brisée. « Dites-moi ce dont vous avez besoin de ma part, quoi que ce soit tout ce que vous me demanderez. » Victoire le regarda avec des yeux remplis de tout ce qu'elle avait retenu pendant 10 ans. Sa réponse fut si simple qu'elle tint en un seul mot « rester ». Un seul mot, mais il contenait toute la solitude, toute l'attente, toute la force qu'il lui avait fallu pour parvenir jusque-là et tout le courage nécessaire pour le prononcer. Adrien fit le dernier pas, celui qui le plaça si près d'elle qu'il pouvait sentir sa chaleur dans l'air froid du matin. Il prit ses 2 mains et les enferma dans les siennes comme si elles étaient la seule chose solide dans un monde qui venait de changer de forme. « Je ne partirai pas, dit-il. Je ne partirai plus jamais, Victoire. » En prononçant son nom sans « Madame », comme elle avait prononcé le sien sans son titre, ils comprirent qu'une chose venait enfin de se refermer, une chose restée ouverte pendant 10 ans. Victoire leva une main et toucha son visage, posant les doigts sur sa joue. Ce premier contact depuis 10 ans ne fut ni passion ni pardon, mais reconnaissance, le geste de quelqu'un qui touche ce qu'il croyait perdu et découvre que cela existe encore. Adrien ferma les yeux, tourna légèrement le visage vers sa paume, puis les rouvrit. Ils étaient humides, et il ne se soucia pas qu'elle le voie. Il effleura sa joue avec la même délicatesse, et ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser lent chargé du poids de 10 années de silence, un baiser qui commença comme un simple frôlement et grandit peu à peu jusqu'à ce qu'ils sachent tous deux qu'il n'y avait plus de retour possible. Victoire posa les mains sur sa poitrine non pour l'éloigner, mais pour sentir qu'il était là, qu'il était réel, que le cœur battant sous ses paumes était le même qui avait battu pour elle autrefois dans ses jardins lorsque tout semblait possible et que rien n'était encore brisé. Lorsqu'ils se séparèrent, ils restèrent le front l'un contre l'autre, respirant le même air car il n'y avait plus rien à dire. Tout ce qu'ils avaient besoin de se dire, ils l'avaient dit avec leurs mains, leurs lèvres et le silence, venu ensuite un silence qui pour la première fois, en 10 ans, ne pesait plus. Ils restèrent debout ainsi entre les oliviers, tandis que le matin avançait doucement autour d'eux et que le monde continuait de tourner sans qu'aucun des deux ne s'en aperçoive. À partir de ce jour, tout ce qui suivit fut différent. Non parce que le monde avait changé, le monde restait le même avec ses dettes, ses échéances et ses noms trop lourds. Ce qui avait changé, c'était eux et ce qu'ils avaient décidé de faire de ce qui leur restait. La contestation de Hector fut rejetée. Les preuves des faux qu'il avait fabriqués lui fermèrent toute possibilité de retour. Il disparut de la région avec la discrétion de celui qui sait avoir perdu la seule chose qu'il ne pourra jamais récupérer. Le marquisat fut perdu. Le créancier,
fit saisir les biens hypothéqués. Le titre fut réduit à ce qu'il avait toujours été un mot. Mais Adrien n'en avait plus besoin, car ce qu'il avait trouvé de l'autre côté du ruisseau valait davantage que n'importe quel nom. Ils se marièrent un matin de décembre dans la petite chapelle du village, sans invité de la noblesse ni banquet somptueux. Il n'y avait que M. Sévérin comme témoin le curé qui les connaissait depuis toujours, et tante Rosalie assise au premier rang, serrant entre ses mains un mouchoir blanc qu'elle ne lâcha pas de toute la cérémonie. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, Adrien ne regarda ni l'autel ni les témoins. Il regarda Victoire. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle ne détourna pas les yeux. Elle soutint son regard tout entier, sans courtoisie, sans distance, sans armure, avec les yeux d'une femme qui avait enfin décidé de ne plus se protéger. À la sortie de la chapelle, Rosalie s'approcha d'Adrien, le contempla un long moment, puis fit ce que personne n'attendait. Elle lui prit la main, la serra avec force et prononça 2 mots. « Bienvenue, mon fils ». Adrien baissa les yeux, non par honte, mais parce qu'il ne voulait pas que quiconque le voie pleurer. La vie qu'ils bâtirent ensuite ne fut ni celle d'un marquis, ni celle d'une héritière. Ce fut la vie de 2 êtres qui avaient choisi de recommencer ensemble, dans la même maison, sur la même terre, avec les mêmes mains. Adrien apprit à faire ce qu'il n'avait jamais réellement fait travailler. Il se levait, avant l'aube parcourait les parcelles à pied, appelait les fermiers par leur nom, apprenait, quand taillait un olivier, comment lire le ciel, avant la pluie quelle terre avait besoin de chaud et laquelle devait se reposer. À la fin de chaque journée, il revenait à la maison, qui était désormais la sienne non par titre ni par héritage, mais parce que la femme qui l'attendait sur le seuil avait décidé qu'il méritait d'y vivre. La première fois qu'un métayer l'appela « Monsieur Adrien » au lieu de « Monsieur le Marquis », il s'arrêta un instant. Quelque chose bougea en lui, non une douleur, mais un soulagement, comme si quelqu'un lui avait retiré des épaules un manteau qu'il portait depuis sa naissance et qui ne lui avait jamais été à sa taille. Victoire n'avait pas besoin de le surveiller, ni de vérifier quoi que ce soit. Ce qu'elle voyait chaque jour, dans la manière dont il parlait au journalier, dans la patience qu'il n'avait pas autrefois, dans la façon dont il la regardait lorsqu'il croyait qu'elle ne s'en apercevait pas, confirmait ce qu'elle avait pressenti ce matin-là, entre les oliviers, l'homme qu'elle claise. Avait épousé, n'était pas le marquis qui l'avait détruite, mais l'homme que le marquis n'avait jamais osé devenir. Et cela lui faisait ressentir quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis 10 ans, la paix. Non la paix de la résignation, mais celle de savoir que l'homme qui dormait près d'elle chaque nuit avait choisi d'être là non par devoir, par titre ou par nécessité, mais par amour. Le printemps arriva lentement cette année-là, comme si la terre avait besoin de temps pour se réchauffer après un hiver si long. Les oliviers du domaine fleurirent avant ceux du reste de la région de petites fleurs blanches, couvrant les branches comme une promesse modeste mais ferme. Un après-midi d'avril, Adrien termina de vérifier les comptes et marcha jusqu'à la maison. Il trouva Victoire dans le jardin, plantant du romarin près du mur sud. Elle avait de la terre sur les doigts et le soleil sur la nuque. Elle ne l'entendit pas approcher. Il resta à la regarder un moment et comprit quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. La vie qu'ils avaient construite ensemble, sans titre ni façade, était la première vie réelle qu'il eût jamais connue. Victoire leva les yeux et le vit. Elle lui fit une place à ses côtés, en déplaçant le panier de jeunes plants pour qu'il puisse s'asseoir près d'elle sur la terre. « Tu as terminé les comptes, oui. Les fermiers du Nord ont tout payé. Pour la première fois depuis 3 ans. » Une lueur de fierté brilla dans les yeux de Victoire, fierté, pour lui, pour l'homme qu'il était devenu, pour la vie qu'ils avaient choisi de bâtir ensemble. Il s'assit à ses côtés. Sa main trouva la sienne parmi les plants de romarin. Victoire entrelaça ses doigts aux siens avec le naturel de quelque chose qui aurait toujours dû être ainsi. Ils restèrent silencieux. Le vent apportait le parfum de la fleur d'oranger depuis les arbres bordant le chemin. Une hirondelle traversa le ciel au-dessus du domaine si bas qu'elle sembla presque effleurer le mur. Dans la cuisine, tante Rosalie les aperçut par la fenêtre, mari et femme assis dans la terre, les mains jointes au milieu du romarin. Pour la première fois en 10 ans, elle cessa de coudre pour sourire, car ce que ces 2 êtres avaient construit n'était pas un retour au passé, mais quelque chose de nouveau, quelque chose né sans dette et sans peur, quelque chose qui ne pouvait exister que parce qu'ils avaient choisi, lui par son renoncement et elle par son courage, de croire que l'amour véritable ne s'hérite pas et ne se négocie pas.
Il se construit les mains dans la terre, un jour après l'autre. Ainsi, dans un domaine de pierres dorées entouré d'oliviers en Provence, l'homme qui avait autrefois été marquis et la femme qui avait autrefois été oubliée trouvèrent ce que ni le titre ni l'héritage n'avaient pu leur prêter pour donner un foyer fait non de pierre ou de nom mais de main qui se retrouve en silence qui ne pèse plus et d'une promesse tenue chaque matin au réveil. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Sur l'écran final, une vidéo choisie avec beaucoup de soin vous attend ainsi qu'une sélection de récits qui pourront être vous accompagner d'une manière particulière. Avant de partir, laissez-moi un petit commentaire, même un seul mot. Votre message compte bien plus que vous ne l'imaginez, il aide cette histoire à toucher d'autres personnes et m'encourage aussi à continuer de créer de nouveaux récits pour vous. N'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé, car j'y ai préparé une belle playlist contenant d'autres histoires qui pourront continuer à vous tenir compagnie.